Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 15 de ce Tour de France 2021. On va revenir sur cette étape avec cette arrivée à Andorre-la-Vieille et une étape qui a été assez intéressante, un beau parcours. Je trouve que c'était, je vous l'avais dit ce matin, l'étape qui était la mieux conçue sur ce Tour de France, c'est peut-être même l'étape la plus dure. Après, au niveau des coureurs, bon, l'étape de la veille a fait très mal. Et je pense que pour certains leaders, ça a été un peu plus compliqué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Également, dans les commentaires, à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi également. Et donc, on va revenir sur cette étape numéro 15. Donc voilà, on avait Andorre-la-Vieille, on passait par le port d'Envaliras, 2400 mètres d'altitude. Il y avait également le col, que je ne me trompe pas, je vais regarder tout de suite, le col de Bec-Chalis, voilà, et puis il y avait le col de Puymaurens. C'était une très belle journée, je trouve, de cyclisme. Et puis avec un beau vainqueur, en plus aujourd'hui, c'est vrai que ça a été un vrai régal. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Bilan des Bleus copieux aujourd'hui. On va encore énormément parler dans cette partie-là de la vidéo et après se retrouver à manquer de temps sur la fin. On va avoir une vidéo plus longue que prévu. Je commence avec les plus aujourd'hui. Je mets Franck Bonamour. Belle étape de Franck Bonamour, encore une fois. Plusieurs fois en échappé. Là aujourd'hui, 9e. Pourtant, là encore du côté de Franck Bonamour, très clairement, quand on voit l'échappée ce matin, on ne se dit pas c'est le favori. On voit du Sepkus, du Valverde, du Wout Poels, du Quintana, du David Gaudu, du Dan Martin, du Alaphilippe, du Nibali. Eh bien, il bat quand même Alaphilippe, Nibali, Nelson Poles, Kenny Addison, Sergio Henao, Wout van Aert. Donc très très belle étape de la part de Franck Bonamour. Et pour moi, du côté de BNB Hotel, c'est la seule satisfaction de cette formation. Franck Bonamour. Et c'est un coureur qui est à son niveau, voire même un peu plus, parce que alors Franck Bonamour, encore une fois, je crois que j'en avais parlé. C'était Pays Basque que j'avais parlé de Franck Bonamour. J'ai un trou de mémoire, j'en ai parlé une fois. Non, c'était le Tour de la Communauté de Valence, je pense. J'avais dû... Alors attends, j'ai fait Tour de la Provence où il l'a fait et Tour de la Communauté de Valence. Ça devait être Tour de la Communauté de Valence où j'en avais un petit peu parlé. Parce que la classique de l'Ardèche, ça me dit rien. Le Dauphiné, ça me dit rien non plus. Mais bon, des fois, je fais des AVC, je vous le dis tout de suite. Mais je crois me souvenir d'avoir parlé de Franck Bonamour, ou d'avoir hésité à le mettre, peut-être dans une vidéo. C'est peut-être pour ça que j'ai un truc avec Franck Bonamour. Mais coureur qui a un contrat de 2 ans avec BNB Hotel, pour moi, c'est la seule satisfaction de Franck Bonamour, parce qu'aujourd'hui, il fait encore une très belle étape. Il avait déjà fait 6e de l'étape de Le Creusot, 5e à Tignes. Enfin, on voit quand même qu'il a été acteur. Là, aujourd'hui, s'est accroché avec les meilleurs. Pour moi, il fait du très très bon travail. 26 ans en plus, encore assez jeune. Mais si on prend ce qu'a fait l'équipe BNB Hotel depuis le début de ce Tour de France, c'est vraiment, je pense, la seule satisfaction que peut avoir cette formation, ce sont les performances de Franck Bonamour. Parce que Pierre Rolland, pour l'instant, on l'a quand même peu vu. Quentin Paché a quand même été aussi assez ric-rac. Maxime Chevalier, là aussi, pas incroyable. Heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a Franck Bonamour dans cette équipe. On continue du côté des tops, du côté des Bleus, c'est Ben O'Connor. Belle journée de Ben O'Connor. Il finit dans le groupe Pogacar, c'est bien ce qu'a fait Ben O'Connor. Il s'est accroché aujourd'hui, mais il reprend du temps sur Lutsenko, sur Bilbao, sur Guillaume Martin. Voilà, pour le moment, il est bien classé. Ben O'Connor, il est 5e. C'est super, Ben O'Connor, c'est super. Alors il y a Kelderman encore qui peut aller lui chercher des noises. Je pense qu'il peut faire top 6 de ce Tour de France. Et puis, qui dit que devant Carapaz ou Vingegaard ne va pas à un moment s'écrouler, parce que Vingegaard n'a pas non plus énormément de références sur les courses de 3 semaines pour ce coureur. Bon, Carapaz, ça lui est jamais arrivé, mais bon, il peut y avoir des premières dans tout. Normalement, Carapaz tient très bien 3 semaines. Du côté de Kelderman, il peut lui passer devant, ça ferait 6e, super Tour de France. De toute façon, Ben O'Connor, c'était la bonne recrue cette année d'AG2R.
C'était une très très bonne recrue. Autant Calmejane, un peu moins sûr, mais encore je pense qu'ils n'ont pas payé très cher Calmejane. Mais Ben O'Connor, c'était le coureur sur lequel il fallait aller sur le marché des transferts. Comme cette année, un Boigny du côté des sprinters pourrait être intéressant dans certaines formations. Je pense plus qu'un Brian Cocard. Hein. Monsieur Vasseur de la Cofidis, au lieu d'aller chez Brian Cocard, mais bon, en même temps, Boigny, vu comment il s'était engueulé avec Nasser Boigny, ça serait compliqué. Mais quand je vois Total Energy, je me dis, avec Nasser Boigny, un vrai train, ça pourrait être intéressant. Quand je vois BNB Hotel, je me dis, Nasser Boigny, ça peut être intéressant aussi. Pour enchaîner des victoires, Ben O'Connor, c'était le mec qu'il fallait avoir l'année dernière. Et très bon recrutement de la part d'AG2R, qui l'a fait pendant le Giro. Qui a mis une option dessus quand du côté de GNTT on ne savait pas trop quel était l'avenir de l'équipe. Très bon travail de Vincent Lavenu, mais j'ai envie de dire qu'en France, Vincent Lavenu, je ne suis pas toujours d'accord avec Vincent Lavenu, mais avec Marc Madiot, ce sont des mecs qui aujourd'hui ont des formations qui tiennent la route. AG2R sur ce Tour de France, et pourtant du côté d'AG2R en début de saison, on se disait pas on aura une super saison, hein, parce que Van Avermaet, j'avais dit, j'avais peur que ça fasse une Niki Terpstra, il fait quand même 3e du Tour des Flandres. Bon, à part Bob Jungels, mais en même temps, problème d'artère iliaque, peut-être que ça va régler les soucis pour Bob Jungels. C'est vrai que moi je disais tout le temps, c'est parce qu'il s'est perdu à vouloir jouer un peu sur tous les tableaux. Peut-être que c'était un problème physique. Parce que l'artère iliaque, c'est ce qu'avait eu Pauline Ferrand-Prévot. Hein, c'est un problème assez contraignant et qui peut vraiment vous... Parce qu'en fait, l'artère iliaque, pour la situer, hein, pour ceux qui n'ont pas fait un petit peu d'anatomie, moi, ça vient de l'anatomie que j'ai fait en musculation au bac. L'artère iliaque et l'os iliaque se trouvent à la jonction, on va dire, entre le tronc et les jambes. C'est-à-dire, c'est l'os c'est la jonction au niveau du bassin, qui relie le dos au bassin, on va dire. Enfin, sur le côté, là, c'est cette zone-là. Enfin, là, vous ne voyez pas parce que la caméra va passer là. Et en fait, l'artère iliaque, c'est l'artère qui suit. Et c'est une artère qui est hyper importante au niveau pour tout ce qui est cycliste, marche à pied, c'est un truc qu'on voit assez régulièrement. Quand vous avez des problèmes d'artère iliaque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de sang qui va aller dans le bas des jambes, donc forcément au niveau des cuisses, ça ne tourne pas bien. Au niveau des mollets, ça ne tourne pas bien. Donc, vous dire que c'est quand même 2 zones essentielles pour les cyclistes. Donc voilà, mais AG2R cette année, par rapport à l'effectif qu'ils avaient en début de saison, par rapport à la saison dernière aussi, c'est plutôt pas mal. Parce que l'année dernière, je crois, avec AG2R, c'est 2 victoires. Donc cette année, ils ont plutôt fait du bon travail. Et encore une victoire sur le Tour de France, ils les font assez souvent, les victoires sur le Tour de France, quand même, AG2R sur les 15 dernières années. Je continue avec les Bleus. Plus ou moins, c'est Guillaume Martin. Mais il est 9e. Bon. Il revient à la case départ, on va dire. C'est pas une surprise pour moi. Hier, j'aurais été surpris si aujourd'hui il n'avait pas perdu de place, Guillaume Martin. Vu les efforts qu'il a fait hier, quand tu vois qu'il était déshydraté en fin d'étape, forcément au niveau de la récupération, la déshydratation, il n'a pas pu la compenser pendant toute la nuit, même s'il a bu énormément. Il y a forcément un impact. Je sais que l'hydratation, c'est hyper important, notamment pour les petites déchirures musculaires. Et un cycliste, au fur et à mesure du Tour de France, comme il force sur les cuisses, il y a des petites déchirures musculaires. C'est pour ça que les cyclistes, vous les voyez peut-être sur les vidéos de Total Energy, ils boivent des litres et des litres d'eau. Vous voyez une bouteille de Tonon d'1,5 litre qui est bu en une matinée. C'est obligatoire chez un cycliste de boire énormément. Et du côté de Guillaume Martin, je pense que la déshydratation, le contre-coup s'est fait aujourd'hui. En plus, il y a eu... il s'arrache en haut du port d'Envaliras et c'est vrai qu'il y a le petit écart qu'il fait en haut du port d'Envaliras et à la fin, ça lui coûte la minute. À ce moment-là, bon... Là, ce soir, il est à 7,11. 7,58 plutôt, Guillaume Martin. Le top 10 est toujours jouable. Surtout quand tu vois que Bilbao est 3 minutes derrière. Les écarts sont énormes quand même cette année. Parce que le 12e Paris-Peintre, il a 21 minutes. 21 minutes. Bilbao, donc, il est à 10,59. Je crois que c'est l'écart qu'avait Romain Bardet à la fin du Giro sur Bernal. Je crois que c'était à peu près ça. Je sais même pas, c'était aux alentours de 10 minutes. Un truc comme ça. Enfin, c'est phénoménal les écarts. Et il reste encore une semaine. Et il reste encore 2 gros morceaux dans les Pyrénées.
c'est vrai qu'entre le premier et le deuxième 5 minutes, on est l'un déjà des plus gros écarts du Tour de France. C'est le plus gros écart sur les 10 dernières années, je pense. Quoique Nibali avait quand même mis une sacrée mandale un petit peu à tout le monde sur le Tour de France 2014. Et là, ouais, on a des écarts quand même monumentaux. Je crois que le dernier, pour tout vous dire, le dernier c'est à Grandal Johnson. Il est à 3h46 minutes et 14 secondes. Et lui, ça va être dur de déloger de la place de Lanterne Rouge parce qu'il a 10 minutes de retard sur Tim de Klerk. Ça va pas être facile hein, quand même, qu'il se retrouve derrière. À part s'il abandonne, il est quand même bien parti pour être Lanterne Rouge. Ce qui est une place importante parce que le mec a quand même fait quasiment une étape en plus que Pogačar. Ce qui est quand même assez monumental. On parle rarement des derniers, mais il faut toujours s'en souvenir. Mais du côté de Guillaume Martin, pas surpris. L'étape d'hier a eu des conséquences physiques. Guillaume Martin sur ce Tour de France. C'est un bon grimpeur, Guillaume Martin. Hein. Mais encore une fois, pour moi, mieux qu'entre 8 et 10, c'est compliqué. Guillaume Martin, le mec chez Intermarché, il faisait 15. Aujourd'hui, il fait 10. Mais mieux que 8, aujourd'hui, Guillaume Martin, pour le classement général d'un grand tour, je pense que c'est un petit peu compliqué. Après, ça serait peut-être intéressant que Guillaume Martin, une année, il fasse, au lieu de faire le Tour de France, parce que ça fait depuis des années qu'il fait le Tour de France, fasse le Giro ou la Vuelta au niveau du classement général comme objectif. Je continue du côté des flops parce que je vois que je suis à 10 minutes de vidéo, donc bien entendu, ça sera trop long. Avec Quintana. Qu'est-ce qu'il a mal couru, Quintana, aujourd'hui? Ah bah c'est vrai que cette année, Arkea, c'est quand même pas le Tour du siècle. Hein. Heureusement qu'il y a eu Boigny, sauf que Boigny a abandonné. En même temps, la chute de vendredi a eu des conséquences, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup d'abandons suite à la chute de vendredi. Quintana, c'est encore un miracle parce qu'il est qu'à 10 points au maillot à poids. Mais ça aurait pu être pire. Heureusement que Van Aert, Woods et Pouls, ils se sont partagés les points. Et ensuite, il s'est enflammé. Pourquoi il s'est autant enflammé, quoi? Certes, il avait des bonnes jambes. Est-ce que c'était le plus fort? Je ne sais pas. Mais de toute manière, il a très mal couru. Sur une étape comme ça où il fallait sortir au dernier moment, on savait qu'il y avait Becchalis. Becchalis, c'était quand même la rampe de lancement idéale pour l'échapper. Ça n'allait pas partir dans Valiras, il y a trop de descentes en plus derrière. Donc c'était Becchalis qui était quand même le plus intéressant, vu les pourcentages. C'était des pourcentages qui correspondaient à Quintana. Le mec finit 6e parce qu'il a très mal couru. Pourtant, il avait des jambes monumentales, Quintana. Mais sur la fin d'étape, il s'est raté. Et pourtant, je me dis, quand je vois Pouls, Van Aert et Wood se mettre des mandales dans les montées, je me dis, ok. Enfin, surtout Pouls et Van Aert, voilà, se mettre des mandales dans la montée, je me dis, ok. C'est peut-être la chance de Quintana parce que je vois qu'il se réserve plutôt pour la victoire finale et plutôt pour la côte de Becchalis. Mais ensuite, à partir du port dans la Valiras, il a fait un petit peu du n'importe quoi, ce qui est dommageable parce que je pense qu'il avait vraiment les capacités de gagner l'étape aujourd'hui, qu'il était vraiment très très fort, qu'il n'a pas été intelligent. On va passer maintenant à la séquence Total Energy. Vous savez que si je ne parle pas de la Total Energy, c'est dans mon contrat. Si je ne suis pas méchant avec Total Energy, les gens sont déçus après. Ça fait depuis 2 ans que je m'aperçois depuis les débuts que je fais des vidéos, ça fait 3 ans. J'ai quand même été souvent méchant avec Total Energy, c'est la 3e année. Du côté de Boisson-Hagen, hors délai aujourd'hui. Hein. Alors hors délai et puis bien hors délai, hein, Boisson-Hagen, c'est-à-dire que les délais étaient à 43 minutes 42. Il finit avec 1h09,05 de retard. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de Boisson-Hagen, mais alors il a complètement explosé. Hein. Quand je l'ai vu, c'était puis Morins. Quand j'ai vu exploser, je me suis dit, les délais sont larges, mais ça va être compliqué. Et pourtant, je pensais qu'il allait rentrer dans les délais, mais être dans le groupe Eto. Je me disais, et à ce moment-là, l'échappée avait quand même 10 minutes d'avance sur le peloton. Hein. Il a complètement explosé. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour Boisson-Hagen. Selon Boisson-Hagen sur le Tour de France, c'est vrai que je me dis quand même, pourquoi ils ont emmené Boisson-Hagen. Julien Simon et Boisson-Hagen, pour moi, dans cette équipe Total Energy, c'était les deux surprises, on va dire, de la liste. Parce que je pensais qu'ils allaient se concentrer sur la montagne. Ou s'ils emmenaient un sprinter, qu'ils emmèneraient Bonifacio. Bon, il semblerait qu'avec Bonifacio, soit il repart en Italie, soit il va aller chez Cofidis.
Ou peut-être chez BNB Hotel, ou peut-être chez Androni, pourquoi pas, qui va s'appeler l'année prochaine Drone Hunter, je sais plus quoi, ça s'appellera plus Androni Gecatoli. Mais du côté de Boasson-Hagen, il traverse quand même ce Tour de France totalement inaperçu, et Boasson-Hagen depuis le début de l'année, bon, déjà dernière saison chez NTT, bon, il n'avait pas été folle, mais il avait quand même fait 2e sur l'étape de Lavore, ce qui était très bien, 12e aux Champs-Élysées, bon, et 2e sur la 2e étape de l'Étoile de Bessèges, ce qui était pas top, mais pas non plus catastrophique, c'est pas exceptionnel par rapport à ce que faisait Boasson-Hagen. Alors là, cette année, Boasson-Hagen, c'est l'homme invisible, hein. Meilleur résultat sur une étape, 12e à Nîmes. C'est quand même pas exceptionnel. Et puis voilà. Paris-Nice catastrophique, Étoile de Bessèges catastrophique. On se dit à quel moment il va avoir la forme. Il devait faire le Tour de Suisse, il n'a pas fait le Tour de Suisse. Il devait faire les championnats de Norvège, il n'a pas fait les championnats de Norvège. Est-ce qu'il y a un problème sous-jacent du côté de Boasson-Hagen? Je pense pas que ça soit la passion du côté de Boasson-Hagen. Quand tu le vois parler dans des interviews du côté des vidéos de Total Energy, ça a l'air d'être plutôt pas trop mal. Malgré tout, voilà, c'est le néant quoi, au niveau forme. Je dis quand même que c'est un coureur enfin, s'il est plus capable de lancer des sprints, à un moment il faut prendre la retraite. C'est pas horrible de prendre sa retraite à 34 ans. En même temps, c'est sa dernière. Enfin, il a qu'une année de contrat chez Total Energy. Je suis pas sûr qu'il soit renouvelé. Hein. Ça me rappelle André Greipel chez Arkea, mais non, c'est quand même assez incroyable d'être aussi peu performant en ce moment. Je continue avec Pierre Latour, là aussi. Hein. Je pense que même, je me suis dit ça hier, la chronique Bonnet d'âne sur la Vuelta, parce que le temps que je trouve le son, je pense que je trouverai le son. Au lieu de mettre Bonnet d'âne, parce que je me dis Bonnet d'âne c'est pareil pour la moto, c'est pareil pour la F1, je le garderai pour la moto et la F1 et je mettrai les pompes à vélo. Pierre Latour en montagne, c'est vraiment une pompe à vélo, comme dirait Moscato, hein, parce que Pierre Latour, 14 minutes 35 aujourd'hui, dans l'échappée. Hein. Il arrive à finir derrière le groupe de leaders. Il était bien dans l'échappée, Pierre Latour. Parce que des fois, je raconte des conneries. Hein. Et aujourd'hui, à un moment, j'étais pas en forme devant le Tour de France. De toute façon, même s'il n'était pas dans le peloton, il finit quand même à 10 minutes du groupe de tête, quoi, du groupe des leaders. Enfin, Pierre Latour, quoi, Pierre Latour. Alors, on parle pas de n'importe quel ranking, mais j'ai l'impression que quand tu arrives chez Total Energy, tu deviens une sombre merde. Alors, lui encore, il a tenu une semaine de Tour de France. C'est vrai qu'il a tenu une semaine de Tour de France. Les mecs chez AG2R, ils doivent se marrer, ils doivent se dire on a bien fait de le virer. Hein. Quand même un mec qui a fini 9e du Tour 3e d'une étape du Tour d'Espagne en 2019, 6e du Tour de Pologne en 2019, 7e du Dauphiné en 2018, 8e du Tour de Romandie en 2018. Il a fait 2e d'une étape du Tour de France en 2018, champion de France du contre-la-montre 2 fois. En 2019, il fait quand même 9e d'une course qui s'appelle le Tour de Lombardie, qui est quand même pas la classique la plus patte de l'histoire. Et là aujourd'hui, nulle part. Et je me dis que chez AG2R, ils doivent se dire on a bien fait de s'en débarrasser. Hein. Pierre Latour, il est nulle part. À un moment, il faut se poser des questions, quoi. Quand tu sais où était ton niveau et que tu vois là où tu en es aujourd'hui, bon, c'est quand même compliqué. Et vainqueur d'une étape sur le Tour d'Espagne, j'avais oublié aussi en 2016. Et pas l'étape non plus la plus plate. Hein. Je crois me rappeler, c'était une étape avec une arrivée au sommet. Hein. Devant Atapuma et Féliné. Même pas non plus à l'époque, c'était pas des branquignoles, quoi. Je trouve ça incompréhensible aujourd'hui, Pierre Latour. Mais vraiment, je trouve ça assez incroyable. Donc là, nulle part aujourd'hui, et bien entendu dans les flops. Je suis déjà à 20 minutes de vidéo, on passe tout de suite au coureur au top.
Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on va aller assez vite parce que j'avais dit que le bilan des Bleus, ça allait être un sacré pavé. Bon, 20 minutes de bilan des Bleus, c'était pas prévu que ça soit aussi long non plus. Je commence avec Pogačar, pardon, j'ai dit avant Sepkus. Journée, je dirais pas tranquille pour Pogačar, mais il a quand même très très bien résisté. Il a un peu écœuré ses adversaires. La Movistar a beaucoup roulé, Ineos a beaucoup roulé. C'était une étape qui était quand même pas simple pour un leader du classement général, je trouve, à contrôler. Entre le port d'Envaliras, puis Morins enchaîné en Valliras qui consommait pas mal de coureurs. Un début d'étape assez nerveux parce que ça montait énormément. On avait, parce qu'on me l'avait bien confirmé, mais ça grimpait fort sur le début d'étape. En plus, parce que les informations que j'avais, il y avait des beaux radars. C'est vrai que du côté de Pogačar et du AE, c'était quand même pas l'étape idéale. Quand en plus t'as Ineos qui s'y met, tu te dis que t'as la Jumbo devant et tu te dis bon bah t'en as 3, tu te demandes ce qu'ils vont faire, quelle est la stratégie. Là aussi tu te dis ça peut être dangereux pour moi. Et pourtant ce soir il est toujours en tête du général, il n'a pas perdu de temps. Il s'en sort très bien, malgré le fait que son équipe soit quand même pas exceptionnelle, je trouve, depuis 3-4 jours, depuis la fin des Alpes. Je trouve que son équipe est vraiment en difficulté et qu'il y a des coureurs qui souffrent quand même très vite. Je n'ai pas regardé le classement des autres coureurs de chez UAE. C'est toujours intéressant pour voir un petit peu la forme de tes équipiers. Et c'est vrai que Berg et Langen, on sent que... déjà, je ne comprenais pas trop pourquoi ils venaient là. Et puis Formolo, Hirschi, Maika, McNulty, ils ont tous fini à 23 minutes. Et Rui Costa à 20. Ce qui fait quand même loin du leader. Et on a bien vu qu'au pendant les Valliras, Coco, il était seul. Il était très vite seul. Malgré ça, on sait que Pogačar il est capable de gagner seul. C'est pas comme s'il l'avait fait l'année dernière avec que de la part. C'était de la part. De la part en 2019. Je ne sais plus, qui était avec lui, c'était quand même pas une assurance tout risque. Voilà, il n'avait pas une grande formation l'année dernière. C'est vrai que là, cette année, c'est quand même beaucoup mieux pour ce coureur-là. Non, c'était pas de l'aparté. J'ai oublié quel coureur était tout le temps avec Pogačar l'année dernière. Je fais vraiment des AVC. Il faut vraiment que je me repose après le Tour de France pendant 2-3 jours. Mais du côté de la journée de repos va faire du bien, je pense. Du côté de Pogačar, on sait que son équipe n'était pas très solide l'année dernière. On sait que par contre cette année, il a quand même vraiment, il y a un gap de performance. Et en plus, il arrive même à s'en sortir seul, Pogačar. C'est quand même fort, moi je trouve. C'est très fort d'arriver à s'en sortir aussi bien. C'était David de la Cruz, voilà, j'ai retrouvé, qui était tout le temps avec lui. Mais c'est très bien ce que fait aujourd'hui Pogačar. Il est tranquille, quoi. Je continue du côté des coureurs au top, parce qu'on va vraiment faire une très longue vidéo aujourd'hui. C'est Sepkus. Formidable, Sepkus. Je dis souvent, c'est quand même l'un des meilleurs lieutenants aujourd'hui, et tu te dis c'est quand même triste pour Roglic, parce que quand tu vois son état de forme en deuxième semaine, tu te dis qu'il aurait été quand même un coureur sur lequel on aurait pu compter, et on aurait pu lui confier quand même il aurait vraiment bien aidé Roglic en deuxième semaine. Du côté de chez Jumbo, ils avaient quand même bien préparé leur coup. C'est dommage, les chutes les ont quand même décimés chez Jumbo. Sepkus très fort aujourd'hui quand il attaque, il attaque au bon endroit avec Chalis. Ensuite, personne n'arrive à suivre. Valverde part un peu tardivement à sa poursuite. Parce que c'est vrai que Valverde était très fort, mais Sepkus, c'est vraiment un très bon coureur. Il confirme son talent. Parce que même si c'est un lieutenant, c'est quand même un lieutenant qui a quand même gagné des belles courses. Pour moi, sur le Tour d'Espagne, ça sera le leader. Son seul problème à Sepkus, je le dis toujours, c'est le contre-la-montre. C'est un coureur qui est très mauvais sur le contre-la-montre. C'est du niveau de Guillaume Martin. Et donc aujourd'hui, pour jouer un top 5, c'est vraiment un inconvénient pour Sepkus. Mais c'est quand même un super coureur.
L'année dernière, il fait quand même 15e du Tour de France, hein, en étant lieutenant, 10e du Dauphiné, 16e de la Vuelta, parce que lui, il avait fait les 2 courses aussi. Donc en plus, c'est un coureur qui enchaîne bien les grands tours. Non, c'est un très bon coureur. Et là, aujourd'hui, belle victoire. Première victoire sur le Tour de France. Il a déjà gagné une étape sur le Tour d'Espagne, donc il lui manque plus qu'une étape sur le Giro. À 26 ans, c'est quand même pas mal. Pour un coureur qui pourtant s'est révélé assez tard. Première saison complète chez Riley en 2017. Donc c'est un coureur qui a commencé à 22 ans, ce qui aujourd'hui est tard. À une époque, c'était jeune. Mais on s'aperçoit que c'est un coureur qui est encore en phase de progression. Ça, c'est très intéressant pour son équipe. Il a un contrat jusqu'en 2024. Je pense que c'est un très bon choix de la part de Jumbo d'avoir sécurisé un coureur de ce type. Surtout que Tom Dumoulin, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment des certitudes quant à son niveau en montagne depuis sa pré-retraite. Et même l'année dernière, c'était Tom Dumoulin. Hein, c'était pas non plus incroyable pendant toute la saison. Je termine du côté des tops avec Alejandro Valverde. 41 ans, toujours toutes ses dents. Valverde, un roublard, encore. Sacré roublard. Moi, je pense qu'il avait coché cette étape. C'est pour ça que ce matin, je l'avais mis parmi les favoris, parce que on est à Andorre. Andorre, c'est à côté de l'Espagne. Je pense quand même que c'est son dernier Tour de France. Et je pense qu'il a envie de gagner une étape encore sur le Tour de France. Il y a une étape sur le Tour de France et une étape sur le Tour d'Espagne. Encore plus sur le Tour d'Espagne, mais je pense que l'étape sur le Tour de France, c'était une envie pour Valverde. Bon, aujourd'hui, il ne manque pas grand-chose, quoi. Il part un peu tard, mais il était très très fort. Et puis, bon, il y a l'étape de mardi qui peut lui convenir. Pourquoi pas non plus jeudi, parce que je pense que jeudi, si les écarts sont importants, personne tentera les grandes manœuvres. Voilà, tout le monde se marquera dans le peloton, donc ça peut permettre à un coureur seul de s'imposer. Bon bah voilà, hein, sacré Alejandro, ça reste un top coureur. Ça fait 20 ans qu'il est là sur le circuit quand même. Hein. Et là aujourd'hui, bah, très belle étape. Très belle étape, il lui en manque un petit peu dans le final, mais vraiment pas grand chose. Et c'est dommage parce que c'est vrai que gagner à Andorre, ça aurait été beau quand même, je trouve. C'est pas loin de l'Espagne, ça aurait été beau pour Alejandro Valverde. On passe au bonnet d'âne, rapidement les bonnets d'âne, parce que la vidéo est déjà à 27 minutes. Moi j'ai mis Ineos parce qu'aujourd'hui, du côté d'Ineos, on a quand même énormément dépensé d'énergie pour au final éliminer personne. C'est-à-dire que Carapaz ce soir est toujours et maintenant 4e du classement général, mais toujours à 5 minutes 33 de Pogačar. Il est toujours à 20 secondes à peu près de Uran. Il a toujours pas beaucoup de marge sur Ben O'Connor et sur Kelderman. Et pourtant, on a consommé énormément d'énergie. Mais infructueux de toute manière quand on regarde le groupe de devant. Hein, vous avez Van Aert, Mas, Vingegaard, Pogačar, Uran, Kelderman, O'Connor et Lutsenko et 30 secondes derrière. Je dirais que le seul qui l'a peut-être un peu éliminé, c'est Lutsenko, mais en même temps, Lutsenko, j'attends encore de voir en 3e semaine ce que ça va donner. Donc du côté de Carapaz et de Ineos, je trouve qu'on a fait beaucoup de dépenses d'énergie pour pas grand-chose. Et puis je termine avec la Trek. Bah, c'est dommage du côté de la Trek, 3 hommes devant, mais aucun qui était vraiment fort sur ce type de parcours. Nibali quand même cette année. Enfin déjà l'année dernière, je trouve qu'il a pris un coup du vieux Nibali. C'est plus le Nibali qui peut gagner Milan-San Remo, qui peut gagner le Tour de Lombardie. Je pense qu'on est sur un coureur qui est quand même un peu en dessous. Kenny Elissonde, il est mieux sur les longs cols qu'Eli Elissonde. Et Julien Bernard, il a fait le travail d'équipier comme d'habitude. Je trouve que Julien Bernard, je me disais ça il y a quelques jours, notamment après l'étape du Mont Ventoux, quand on voit le travail qu'il a bas en montagne, sur une étape comme ça, où en fin de journée, Becchalis, c'était un col quand même qui était un peu plus court. J'ai l'impression qu'il a quand même pas mal de punch. Julien Bernard, je me dis, est-ce que c'est pas lui qui aurait dû être leader sur cette étape ?
quand je vois l'état de forme qu'il a sur ce Tour de France, qui est quand même très bon, le mec fait quand même deuxième, fait pas deuxième, mais participe énormément à la deuxième place de Hélisson de Mollema lors de l'étape du Mont Ventoux, en faisant un énorme travail encore. Il a encore aujourd'hui roulé très fort et fini juste derrière Kenny Elissonde. Je me dis quand même que Julien Bernard, on aurait peut-être dû le laisser leader aujourd'hui parce qu'il aurait peut-être pu faire un top 5. Et qu'aujourd'hui, à Trek ce soir, le premier coureur, il est 11e sur un parcours qui... en fait, ils se sont retrouvés devant dans l'échappée, mais il n'y en avait aucun qui savait qu'il pouvait gagner aujourd'hui. Et ça, c'est terrible. Donc, ils ont roulé parce que, ils étaient en surnombre. Mais quand Bernard roule, déjà, je me dis, c'est pas à lui de rouler, je pense, dans cette formation. Je pense que Nibali aurait dû rouler. Et ensuite, il dit, de toute manière, il roule pour pas grand-chose parce que, que ça soit Nibali ou Kenny Elissonde, c'est un parcours comme ça, ça va pas le faire. Donc voilà pourquoi ils sont en bonne et d'âme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures à partir du mardi, présentation de l'étape numéro 16. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.